Chaque nuit, à exactement 3h03, le sol du village de Mornay frissonnait sous une vibration presque imperceptible, un grondement sourd que seuls les chiens et les vieux fous osaient remarquer. Jadis peuplé d'artisans, de boulangers et de rires d'enfants, le village s'était éteint, comme soufflé par une main invisible. Les volets claquaient sans vent, les cloches de l'église sonnaient parfois seules, et personne ne savait pourquoi les maisons, pourtant intactes, restaient vides. On disait que le malheur était arrivé avec les rails. Une ligne de chemin de fer oubliée, abandonnée depuis les années 30, longeait la forêt jusqu'à la vieille gare, aujourd'hui recouverte de mousse, de lierre et de silence. Officiellement, aucun train n'y passait. Les autorités affirmaient qu'il n'y avait ni emploi de conducteur, ni réservation, ni itinéraire. Et pourtant, les anciens, ceux qui n'avaient jamais quitté Mornay, savaient. Ils avaient vu, ou plutôt, entendu. Car nul ne pouvait voir le train sans en payer le prix. C'était là la légende murmurée à voix basse dans les tavernes, entre deux verres d'absinthe. Si tu regardes le train, il te prend. D'abord tes pensées, ensuite ta voix, et enfin ton corps, aspiré par l'obscurité des wagons vides. Car ce n'est pas un train pour les vivants. C'est un train pour les âmes perdues, celles qui errent entre deux mondes. Et chaque nuit, il passe, il appelle, il attend. Il y avait un garçon, Thomas, 22 ans, revenu de la ville pour vider la maison de sa grand-mère décédée. Il ne croyait pas aux histoires, encore moins à celles des villages perdus. Il riait en entendant parler du train fantôme, souriait poliment à la vieille voisine qui lui disait de ne pas s'approcher de la voie. Mais quelque chose dans les yeux des anciens le troublait. Pas la peur, non. Une forme de résignation. Comme s'il savait que le train ne pouvait être arrêté. La maison de sa grand-mère était remplie d'objets figés dans le temps, nappes brodées, miroirs ternis, et surtout, un carnet. Un journal jauni, où elle racontait, de sa main tremblante, la nuit où son frère Émile avait disparu. Il a voulu voir, il a attendu sur le quai. J'ai crié, mais il ne m'a pas écouté. Le train l'a emporté. Et depuis, je l'entends pleurer dans les murs. Thomas frissonna. Ce n'était qu'un délire de vieille dame, sans doute ravagée par la solitude. Mais cette phrase restait dans sa tête comme une écharde. Je l'entends pleurer dans les murs. La première nuit, Thomas ne dormit pas. Pas à cause du train, non. Mais à cause du silence. Un silence épais, anormal, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Il ouvrit la fenêtre, scruta les ténèbres. Rien. Puis, à 3h03, un sifflement. Lointain, long, lugubre. Il n'y crut pas. Juste le vent, se dit-il. Il se remit au lit. Mais la nuit suivante, même heure. Même bruit. Cette fois, il sortit. Pieds nus, t-shirt, lampe à la main. Il descendit les ruelles vides, passa devant la boulangerie abandonnée, le puits sec, et atteignit les rails. L'herbe y poussait haute, les traverses étaient pourries, mais les rails étaient neufs. Brillants. Comme si un train venait vraiment. Il n'osa pas attendre. Il repartit en courant, le cœur battant. La troisième nuit, il prit une décision. Il voulait savoir. Voir. Comprendre. Il s'assit sur un banc face à la voie, à distance, la caméra de son téléphone prête. Il se moquait du danger. La peur, pensa-t-il, n'est qu'un vestige du passé. À 3h02, le vent se leva. Les arbres cessèrent de bouger. L'air devint lourd. Puis, 3h03. Le sifflement. Mais cette fois, il ne venait pas de loin. Il venait de partout. De sous ses pieds, de derrière lui, de l'intérieur même de son crâne. Il leva les yeux. Et il le vit. Le train. Il n'était pas comme les autres. Long, noir, métallique, mais sans reflet. Il semblait flotter, comme suspendu à un fil invisible. Les roues tournaient sans bruit, et pourtant, leur passage broyait l'espace. Les fenêtres étaient opaques, mais derrière, il y avait des choses. Pas des gens. Des ombres. Des formes floues qui se débattaient, hurlaient sans son, cognaient contre les vitres sans jamais les briser. Thomas se leva, recula. Le train ralentissait. Il s'arrêtait. Juste devant lui. La porte d'un wagon s'ouvrit. Vide. Ou presque. Sur le sol, une chaussure. Petite. D'enfant. Et une voix. Une voix qui disait son nom. Thomas, douce, féminine, comme celle de sa mère disparue. Il sentit ses jambes avancer malgré lui. La peur n'était plus peur, mais fascination. Le train l'appelait. Il monta une marche, puis deux. Puis, soudain, un cri. Un cri terrifiant, venu de la forêt. Et tout s'arrêta. Le train s'évanouit. Thomas tomba au sol, inconscient. Il se réveilla chez lui, trempé, fiévreux. La voisine l'avait trouvé, inerte, au bord des rails. Il ne dit rien. Mais il savait. Il avait vu. Et il avait été vu. Car depuis, chaque nuit, il entendait la voix.
Dans sa chambre. Dans le grenier. Thomas, elle revenait. Insistante. Suppliante. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dormir. Jusqu'à ce qu'il retourne à la gare. Encore. Et encore. Chaque nuit, il approchait un peu plus. Jusqu'au soir où il n'est pas revenu. On l'a cherché. Pas de traces. Juste une empreinte de pas, humide, sur le bois du quai. Et le journal de sa grand-mère, ouvert sur une nouvelle page, fraîchement écrite. Je l'ai entendu pleurer. Il a rejoint Émile. Depuis ce jour, les villageois ont compris. Le train ne part jamais vide. Il vient chercher ceux qui n'y croient pas. Il se nourrit du doute, de la curiosité, de l'orgueil. Il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas l'écouter. Mais certains le font encore. Des touristes, des explorateurs urbains, des jeunes en quête de sensations fortes. Ils montent, filment, publient, puis disparaissent. On retrouve parfois leur téléphone, leur sac, mais jamais leur corps. Le train ne laisse rien derrière, sauf le silence. Et chaque nuit, à 3h03, le sifflement revient. Toujours le même. Long, profond, funèbre. Il traverse Mornay comme une menace invisible. Et quelque part, dans un wagon sans lumière, Thomas regarde. Il regarde ceux qui regardent. Car une fois monté, on devient passager éternel. Prisonnier d'un aller simple vers nulle part. Et les wagons s'allongent, encore et encore, à mesure que les âmes s'y ajoutent. Bientôt, peut-être, il passera chez vous. Ne regardez pas et fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. Et priez. Car le train fantôme ne s'arrête jamais. Pas tant qu'il reste des imprudents. Pas tant qu'il reste des curieux. Pas tant que la nuit existe. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a un moyen d'en sortir, un chemin étroit, un interstice entre les mondes, que seuls ceux qui n'ont pas encore tout oublié peuvent percevoir, car une fois montés dans le train, les souvenirs s'effacent, lentement, méthodiquement, comme emportés par les secousses du wagon, par les vibrations de l'acier spectral qui fait trembler l'âme. Thomas, au fond d'un compartiment obscur, ne se souvenait plus de son nom, ni de la couleur du ciel, ni du goût du pain, mais quelque chose en lui résistait, une étincelle, une voix, ténue, mais tenace, qui répétait « Tu n'étais pas censé monter, tu n'étais pas destiné à rester ». Et cette voix, il comprit peu à peu qu'elle venait de l'intérieur, de son propre cœur, comme un cri étouffé par les kilomètres de nuit. Le train, infini, sans conducteur apparent, avançait à travers un tunnel d'ombre et de cris lointains, et dans les couloirs, les passagers erraient, certains sans visage, d'autres figés dans la terreur, et d'autres encore, qui avaient tout oublié, souriaient mécaniquement, répétant en boucle des phrases incohérentes, comme des poupées cassées. Mais Thomas marchait. Il comptait les pas, les lumières qui s'éteignaient au fur et à mesure de son passage, il tendait la main vers les fenêtres, et à travers elles, il voyait. Mornay, en contrebas, figé, glacé, comme une maquette de sa propre mémoire. Il vit sa maison, la vieille voisine assise, seule, sur les marches, tenant entre ses mains une photo de lui. Elle pleurait. Il vit l'église, avec les cierges allumés malgré l'absence de prêtre, il vit le puits, vide, et il comprit, le train tournait en boucle, autour du village. Il n'emportait pas les âmes vers l'au-delà. Il les enfermait dans une spirale, comme un manège maudit, un piège conçu pour recycler les âmes perdues, les punir de leur curiosité. Alors il cria. Pour la première fois depuis son arrivée, Thomas hurla. Un cri si fort, si humain, que les vitres du wagon tremblèrent, que les autres passagers s'arrêtèrent, tournèrent lentement la tête vers lui, avec cette lenteur désarticulée propre au cauchemar. Il cria son nom. Thomas. Puis le nom de sa mère, de sa grand-mère, de son frère disparut. Il cria jusqu'à ce que sa gorge saigne, jusqu'à ce que les lumières grésillent. Et le train, pour la première fois depuis des décennies, ralentit. Les murs se fissurèrent, les sièges tremblèrent, des hurlements jaillirent du plafond, et les ombres se replièrent. Thomas courut. Il ouvrit les portes, les unes après les autres, traversa les wagons, ignorés par les autres âmes trop habituées à leur prison. À la fin du dernier wagon, une porte, marquée d'un mot en lettres noires, sortit. Il tendit la main. Mais la porte était froide, dure, figée. Il frappa, il supplia. Rien. Puis, une voix, derrière lui. Claire. Calme. Tu n'as pas le droit de partir. Il se retourna. Une femme, pâle, aux cheveux noirs comme l'encre, se tenait là. C'était elle. La conductrice. La gardienne. Tu as vu. Tu dois rester. Mais Thomas la fixa droit dans les yeux. Et il dit, d'une voix tremblante, non. Je veux rentrer. Elle fronça les sourcils. Puis sourit. Tristement. Alors cours. Et elle disparut. La porte s'ouvrit. Un souffle de vent. Une lumière blanche, aveuglante. Il sauta.
Thomas se réveilla dans son lit gelé mais vivant. Il pleuvait et il était 3h05, le train était parti. Il ne l'avait pas emporté. Il était libre. Mais pas indemne. Car depuis, il ne dort plus. Il entend encore les roues dans sa tête. Il sent les vibrations sous le plancher. Et il sait que le train reviendra. Il le surveille. Il l'attend. Et s'il regarde à nouveau, il sait qu'il n'aura pas une seconde chance.